Mais j'entends bien, hein, mais moi, des chiffres qui sont à ma disposition et de la manière dont je peux lire et étudier les différentes études et statistiques utilisées, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de preuves qui me convainquent que cette théorie, hein, de propagation et d'existence et d'infectiosité ou de pathogénicité de virus circulant en permanence soit validée. Moi, j'observe des statistiques qui sont à un certain niveau. Pour ce qui est aussi de trouver, on va dire, des virus à certains moments ou d'autres qui auraient disparu, j'ai bien compris que quand on faisait de la recherche, en particulier en utilisant des tests, on trouve que ce qu'on cherche. Et qu'il y a énormément de biais d'interprétation qui sont du fait que, mais il faudrait peut-être discuter spécifiquement de la manière dont on fait des RT-PCR, de la manière dont on les utilise ensuite pour faire du séquençage, et qui sont souvent d'ailleurs des reséquençages, pour discuter des certitudes que l'on peut considérer avoir sur le sujet. Et voilà. Il faut faire attention, je pense, dans toute science, où à un moment, on a des gens qui sont très bien câblés et qui savent faire beaucoup de choses, mais qui ont un bagage théorique et une théorie sur laquelle ils ne veulent pas en tout cas, ils sont enferrés dedans et tout prisme part par cette théorie. Et malheureusement, toutes les expériences qui seront faites par la suite auront attrait à valider la théorie plutôt que la questionner, ce qui est, on va dire, l'inverse habituel d'un raisonnement scientifique où on n'est jamais plus heureux que quand on réussit à foutre par terre toute la jolie théorie qu'on avait fait, puisqu'on va pouvoir en faire une autre. Mais voilà, donc actuellement, moi, ce que j'observe, ce sont des corrélations avec la mortalité. Je ne connais pas les causes, je n'ai pas la moindre preuve à mon niveau qu'il puisse s'agir de virus plutôt qu'autre chose. On peut citer beaucoup de choses, hein, le fait que le corps ait du mal à supporter des températures qui soient distinctes de 20 degrés. Hein. Il y a autant de morts quand il y a une canicule que quand il y a un froid. Et quand il y a une canicule, enfin, on ne parle pas de virus respiratoire, on parle directement de froid. Quand il y a du froid qui arrive, il y a un assèchement de l'air, il y a le fait que les poumons ont des difficultés, ce qui peut aussi correspondre à des difficultés respiratoires. Il y a le fait que quand il fait froid, tout le monde allume son chauffage. Et évidemment, le chauffage électrique, c'est un courant électrique qui passe, c'est un courant magnétique également. Il se passe des choses dans le corps à ce moment-là probablement, surtout peut-être pour des personnes fragiles. Hein. Il y a beaucoup d'électricité dans le corps, hein, entre le cerveau qui s'en sert, le cœur. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Et parmi tous ces changements qui ont lieu de manière simultanée et qui sont liés exactement à la température, il y en a plein qui peuvent entrer en ligne de compte, peut-être tous, peut-être certains particuliers, mais donc on ne les voit pas. Et pour l'instant, voilà, à mon niveau en tout cas, et malgré l'ensemble j'entends très bien cette théorie virale et tout ce qu'elle a autour d'elle, mais en tout cas, moi, à mon niveau, je ne vois pas la validation. Et puis, j'ai envie de dire, il n'y en a même pas besoin. Je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin de rajouter, de calquer à tout prix cette théorie de diffusion sur un modèle qui est extrêmement simple. Il y a un inconfort visible et mesurable sur les personnes les plus fragiles qui peut entraîner la maladie et jusqu'à la mort. Et de vouloir à tout prix essayer de calquer un pathogène extérieur, qui est la mode depuis maintenant 2 siècles, je vois pas très bien ce que ça nous apporte. On a des gens, et surtout en termes médicaux, on a des gens qui sont malades, on sait même quand. Donc on sait que quand il va y avoir une vague de froid, il va y avoir des malades, et donc il va falloir être là pour les aider à ce moment-là. Et c'est quand même le plus important, quoi. Oui, alors c'est très intéressant parce que on est vraiment au cœur de controverses scientifiques, mais passionnantes, positives. Là, il y a effectivement 2 choses qui sont, à mon avis, tout à fait évidentes. La première, c'est la manipulation des résultats par le codage, et la deuxième, c'est ce point d'interrogation sur qu'est donc devenue la grippe, avec à la fois la compétition des virus qui existent et à la fois le codage, etc. On pourrait peut-être passer plus de temps à faire, mais je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant, mais je veux dire que ce que je trouve passionnant, c'est la manière de l'honnêteté de cette controverse scientifique intéressante et féconde, je dirais. Entre vous deux, je trouve ça tout à fait passionnant et très intéressant. Oui, Voilà. alors en plus, moi je fais de la statistique et globalement, si on regarde même sur le monde entier, le nombre de séquences qui ont été faites, ou même sur la grippe depuis longtemps, c'est pas grand-chose non plus.
Et donc, à mon sens, je trouve ça, on a du mal à dire que quelque chose a disparu quand on l'a finalement assez peu regardé. Et même un institut très sérieux comme celui de Marseille, qui fait peut-être quelques milliers par rapport au nombre d'humains que nous sommes, c'est quand même assez ridicule. Donc, voilà, on n'est pas en train de faire de la stat, on est en train de regarder, de discuter des méthodes qui ont été faites. Et je pense pas, enfin voilà, en tout cas, moi, je m'interdis d'en tirer une quelconque conclusion. Alors, c'est vrai qu'on avait vu en matière de médecine, oui, il y a un peu d'écho, voilà. En matière de médecine, on avait vu justement, je me souviens quand j'étais jeune médecin ou jeune, même moi-même, on enlevait l'appendice à 90% de la population. Et il y avait énormément d'appendicites. Et voilà. Et d'ailleurs, même certains chirurgiens, un peu humoristiquement, disaient quand tu prends un appendice, quand tu mets une pince dessus pendant 10 minutes, il n'y a plus qu'un appendice qui est normal. Donc, tu peux dire qu'elle est anormale et l'enlever. Et d'ailleurs, ça nous renvoie à cette phrase qui m'est venue tout à l'heure quand on avait parlé de tout ça. Il y avait Henri Mondor, le grand chirurgien Henri Mondor, qui disait ouvrir un ventre pour rien, c'est un tort. Enlever quelque chose pour ce qu'on a ouvert, c'est un crime. Hospitaliser quelqu'un pour une raison et pas forcément bien le soigner, c'est un tort, mais magouiller le motif d'hospitalisation pour gagner plus d'argent, c'est un crime. Donc, on peut reprendre l'adage d'Henri Mondor. Effectivement, à l'époque, je crois que la cotation de l'appendice était qu'à 50, ce qui était très élevé à l'époque, et elle n'a pu changer depuis. Le prix de l'appendicite, de l'opération de l'appendicite n'a pas changé. Donc, à une époque, c'était rentable parce qu'on faisait des cliniques avec ça, et maintenant, on enlève à peine 10% des appendicites de la population française, à croire que l'appendicite qui était avant la maladie qui allait tuer est devenue brutalement une maladie sans aucun danger, qui fait qu'on peut laisser l'appendice à 10%, à 90% des gens. Et on voit là, c'est un très très bel exemple historique sur la manière dont la cotation des actes influence les diagnostics. Hélène, tu veux parler? Tu as levé la main. Je vais essayer parce que je suis un peu sabotée là, je sens que ça diminue ma connexion. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend, mais ne parle pas trop fort, ça va très bien, ne pas forcer ta voix, ça passe mieux quand tu parles doucement. Voilà, je reviens sur ce que dit Pierre. Je ne vois pas pourquoi tu te bloques, Pierre, là-dessus. Il y a vraiment des virus qui circulent quand on a le système immunitaire qui s'enflamme, qui s'emballe. Mais on est d'accord que les gens, quand ils meurent suite à une infection virale, ils meurent d'autre chose que du virus. Ils meurent souvent de surinfection. C'est très rare les gens qui sont vraiment complètement immunodéprimés qui n'arrivent pas à éliminer le virus d'eux-mêmes, si tu veux. Donc, c'est vrai que c'est pas les virus qui tuent, c'est les surinfections, bon, avec la Covid, on en a assez parlé, c'est les problèmes de coagulation, tout ça, voilà. Donc, mais je comprends pas pourquoi tu t'obstines à vouloir supprimer les virus parce que ils existent vraiment, mais on est d'accord que c'est pas la panacée, c'est pas ce qui explique tout, c'est pas l'explication ultime, quoi, voilà. Une infection virale, d'ailleurs, je vais en parler au congrès de l'EMSIB, il y a plein d'autres facteurs, il y a la réaction du système inflammatoire, du système immunitaire, il y a les surinfections, il y a les co-infections, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Et je suis d'accord qu'on a tout mis sur la grippe d'abord et ensuite la Covid, ça on est tout à fait d'accord. C'est pas ça qui explique pourquoi il y a des gens qui tombent malades de la grippe et d'autres non, c'est ça qui est important à comprendre. C'est pas de mettre tout sur le dos d'un virus, voilà. Mais tout ce que tu dis, c'est parfaitement logique et cohérent, mais c'est pas du tout contradictoire avec ce que tu appelles la théorie virale, c'est pas du tout contradictoire. Voilà, le virus, il passe et il fait mal à la personne qui est fragile, par les co-infections, les surinfections et tout ça. Mais on peut pas dire le virus n'existe pas. Il n'affecte pas. Je n'ai jamais dit que le virus n'existait pas. J'ai parlé de biais j'ai parlé de biais de perception où on cherchait ce qu'on espérait trouver. C'est de ça que je parle. Oui. Et en l'occurrence, sur ce qui est des virus et la manière dont on fait du séquençage, où on va chercher les éléments, où on trouve des bouts d'ADN partout et on les recolle pour qu'ils correspondent à des séquences déjà connues, il y a un biais qui est quand on fait ce genre d'exercice, on sait déjà ce qu'on est en train de chercher. Et quand reprenons un peu même en quelques mots brièvement l'histoire racontée de Wuhan, où il y a un laboratoire chinois qui dépose une séquence après avoir vu 40 malades, c'est dans le séquençage du reséquençage, c'est-à-dire qu'on regarde sur des patients, on fait des prélèvements sur des patients, et ensuite on fait des PCR multiples où on essaye de trouver des choses qu'on connaît, c'est-à-dire des bouts d'ARN qui sont déjà codés et déjà en ligne concernant des coronavirus qui auraient déjà été identifiés. Donc c'est pas neutre.
Et il n'y a rien de neutre dans cette histoire où, pour toute pathologie, on a une volonté ferme et farouche de déterminer quel est le virus, c'est vraiment le terme, qui serait responsable de ce qu'on est en train de faire. Et ce faisant, on est en train, je dis pas moi, mais les laboratoires forcent le fait de trouver en faisant des analyses ADN et en recollant des morceaux, en préadmettant et en présupposant que le malade qu'ils ont en phase 2 a sa maladie pour cause d'une infection virale et qui serait quelque chose qui se répand. Oui. Et je vais leur dire, moi, je n'ai pas la moindre trace dans les statistiques, que ce soit d'hospitalisation ou de mortalité, de quelque chose qui se répand. Il n'y en a pas de trace. C'est même l'inverse. Quand on analyse les statistiques de mortalité ou d'hospitalisation avec les données européennes, par exemple, il n'y a rien qui se répand. Il y a des gens qui tombent malades à certains endroits, même tous en même temps, en fonction de conditions. Et donc, le fait d'avoir cette présupposition permanente partout, de fait que l'état de santé des gens serait dû à leurs voisins la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on cherche le méchant qui les aurait infectés, c'est une idéologie. Je ne dis pas que tout est faux dedans. Je ne dis pas que les virus n'existent pas ou qu'il n'y a pas d'infection virale. Je dis que nous vivons un dogme où tout est forcé de façon à tout faire coller à cette théorie et que ça ne marche pas. Ouais. Donc, à minima, la systématisation de la théorie ne fonctionne pas du tout. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas vraie, au moins partiellement, mais son caractère systémique est faux. Je vais reprendre la parole une seconde, Hélène, si tu permets. On est là au cœur de quelque chose de très important. Pierre, je te rejoins tout à fait. Alors, d'un côté, on a Hélène qui connaît parfaitement tous les éléments scientifiques, et moi, j'ai une vision plus globale, et c'est ce que moi, j'appelle la catastrophe pasteurienne, parce que l'éruption de Pasteur dans le monde médical a été considérée par certains comme quelque chose d'extraordinaire. Moi, je considère que c'est une catastrophe. J'appelle donc ça la catastrophe pasteurienne, parce qu'on a considéré que la cause des maladies était les microbes, virus, bactéries, parasites, etc. Alors, certes, dans des maladies comme la peste noire, on a eu véritablement des vagues qui sont intervenues, mais qui sont intervenues sur un niveau de misère et de pauvreté colossal, où si finalement la peste noire s'est régalée sur la pauvreté de l'époque, et sans la pauvreté, elle n'aurait probablement pas fait ses choux blancs. Mais globalement, on est là dans quelque chose de quasiment religieux, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté les humains parfaits, qu'est-ce que vous avez? Ah, c'est pas grave, c'est un virus. Ah bon, j'ai cru que c'était mon mode de vie qui posait problème. Excusez-moi. Ah, vous êtes rassuré. Il y a quelque chose d'extrêmement rassurant de dire aux gens, c'est pas vous, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre, le méchant qui est responsable. On est dans les liaisons dangereuses. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute. Valmont répète ça à l'infini. Pasteur aussi. Rassurez-vous, braves gens, ce n'est pas votre faute. Vous pouvez faire n'importe quoi, bouffer du McDo, prendre des ondes toute la journée, avoir un stress une vie de merde. Il va rien vous arriver puisque la médecine va faire des progrès et qu'on va inventer enfin un nouveau médicament qui va guérir tous les cancers, toutes les maladies et tout ça. Et dormez bien, braves gens, on s'occupe de vous. Donc, cette idéologie-là a fait l'objet d'une querelle de médecine au 19e siècle où il y avait d'un côté Pasteur et de l'autre côté le grand Claude Bernard qui disait la maladie n'est rien, le terrain est tout. Puisqu'on sait qu'aucun virus n'est spontanément pathogène, même la tuberculose, il faut vraiment être en mauvaise santé pour l'attraper, à part la toxine botulinique qui est spontanément pathogène, mais ce n'est pas un virus ni une bactérie, c'est une toxine. À part la toxine botulinique, aucun microbe n'est spontanément pathogène. Si vous êtes en bonne santé, vous n'attraperez en gros rien. Et donc, c'est intéressant, cette idéologie qui a gouverné, et il faut voir qu'à la fin de sa vie, Pasteur a dit à son ami Renan, il faut lire l'histoire de Pasteur En finir avec Pasteur dans cet excellent livre. Eh bien, Pasteur a dit à Renan, je me suis trompé, Claude avait raison. Claude, c'est Claude Bernard. Donc, effectivement, c'est cette grande erreur fondamentale, mais on est aussi à la limite de l'idéologie, puisque c'est l'idéologie de vous n'êtes responsable de rien. Et je pense qu'il y a eu deux grandes hérésies du XXe siècle. Je dirais le communisme, et de l'autre côté, la médecine moderne avec les antibiotiques et la vaccination, qui est l'idée, on va faire votre bonheur contre votre volonté, malgré vous et malgré tout. Non, on ne fera pas votre bonheur contre votre volonté,
et les microbes ne sont que des agents, mais le microbe n'est pas important. Ce qui compte, c'est la place pour le mettre, et s'il n'y a pas de place, on ne le mettra pas. Donc, on va toujours discuter entre les deux, et c'est intéressant puisque le froid qui va favoriser la grippe, le froid va venir mettre en évidence la fragilité et l'anxiété des gens, puisqu'on sait que les gens frileux sont des gens anxieux, et donc le froid va mettre à preuve physique et psychologique, puisqu'on sait que psychologique et physique c'est pareil, en matière que le soi, en psychanalyse, le soi et le non-soi, on a la même chose en immunologie, le soi et le non-soi. Donc c'est l'identité. Donc grande querelle très intéressante, fondamentale, où justement on a le microbe ou la maladie. Moi, en tant qu'homéopathe, je défends la notion du terrain, qui est fondamentale. On est tout à fait d'accord, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est pourquoi la question, c'est qu'il y a un virus de la Covid qui est super efficace, mais il n'y a que 1% des gens qui tombent malades, ou enfin je ne sais plus les chiffres. Voilà, c'est ça. On est d'accord que le terrain, c'est le principal, mais il y a quand même un virus. C'est la conjonction des deux, c'est la rencontre des deux qui fait la maladie. C'est pas seulement le terrain ou seulement le virus. On est d'accord. Oui, moi, je n'ai pas de preuve de ce deuxième point, Hélène. Pour l'instant, moi, je ne vois pas de traces. Écoute, s'il vous plaît, laissez-moi un peu parler parce que je sens que je suis sabotée. Là, il y a la connexion est affaiblie. Parce que tu parles plutôt doucement, quand tu parles doucement et pas trop fort. Ça passe voilà. On m'a dit, enfin, je suis sabotée sur le débit. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans les hôpitaux sérieux, on a fait des PCR multiplex, c'est-à-dire, mais ça existait avant la Covid, c'est-à-dire les gens qui rentrent avec une infection respiratoire, on leur fait des tests à l'aveugle, en choisissant des virus qui sont responsables d'infections respiratoires. Dans le même test, on cherche différents virus. Donc, on ne va pas trouver ce qu'on cherche, on trouve ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Voilà, c'est tout. Donc, il y a vraiment des virus, mais on est d'accord, ce n'est pas le virus qui lui tout seul qui fait la maladie, c'est le terrain sur lequel il arrive, on est d'accord. C'est la rencontre des deux. Pourquoi vouloir supprimer l'un ou l'autre? Il n'y a pas de raison. On est d'accord que Big Pharma, toute la société, la médecine moderne supprime le terrain, mais c'est les deux. C'est les deux. Il y a pas. Pourquoi se battre là-dessus, quoi? Je ne comprends pas, quoi. Et c'est vrai que depuis l'apparition des... Pardon? J'attends juste des preuves, les preuves de la transmission, de la pathogénicité des éléments ADN qu'on appelle virus. Vu qu'on n'a pas le droit de faire des tests sur l'homme et que les seules choses qu'on peut faire, c'est globalement tenter des choses sur des bouts de reins de singe, globalement, aujourd'hui, en tout cas, on peut tout à fait mettre en question le fait que nous sommes bien en train de parler d'une cause de maladie et non pas, par exemple, d'une conséquence. Le fait de trouver ces bouts d'ARN sur des gens qui sont malades ne présage absolument pas du tout que ces éléments soient la cause d'une quelconque maladie. Ils peuvent être la trace d'une conséquence d'un corps qui réagit, par exemple. Donc, il y a dans cet ensemble de traces mesurables avec des outils qui sont plus ou moins fiables, même les PCR. Les PCR pour faire du séquençage, ça fait quand même intervenir un chimiste, un physicien, un mathématicien qui fait de modèles, un informaticien qui implémente le tout dans une machine. Voilà, le physicien qui fait du comptage de la lumière qui sort, le chimiste qui fait des petits mélanges, le médecin qui fait un prélèvement. Il y a un paquet d'incertitudes dans cette méthode et d'ailleurs, elle est suffisamment peu fiable pour pouvoir n'être utilisée normalement qu'en faisant plein de multiples et en servant d'un résultat statistique à la fin, parce que les résultats sont contradictoires et sont même contradictoires d'une machine sur l'autre. Donc voilà, on est sur des choses qui sont d'attrait, à mon sens, de la recherche, qui sont très intéressantes, mais pour ce qui est d'avoir une charge de la preuve qui dise, voilà, c'est bien ça qui est la cause de ce que nous sommes en train de vivre, là pour l'instant, non, franchement, je ne la vois pas. C'est pas faute qu'on me montre des choses, mais non, avant d'arriver à un niveau qu'on se dise, oui, c'est bien la preuve, nous savons ce qui est en train de se passer, je pense qu'on en est très loin. Oui, parce que en fait, ce que tu décris tout à fait clair, c'est le fait que ce facteur qui est plutôt le témoin de la situation, un char d'assaut n'est pas la cause de la guerre, mais quand il y a des chars d'assaut dans la rue, ça veut souvent dire qu'il y a la guerre. C'est en quelque sorte, mais c'est pas parce que tu vas mettre un char d'assaut sur la place de la Concorde que du jour au lendemain, ça va être la guerre. C'est peut-être juste la manifestation du 14 juillet. C'est peut-être juste, voilà. Oui, mais on va en trouver plein, mais le problème, il n'y a pas de PCR où on fait pas comme tu l'as dit, on cherche les grippes, on cherche des virus, mais on cherche certaines choses. Et donc,
à partir du moment où on ne cherche qu'une partie des choses, et on va être très content quand on les trouve, et on va conclure, alors voilà, puisque je cherchais un coronavirus et que j'ai décidé par avance que les coronavirus étaient des déclencheurs de maladies respiratoires, quand je vais trouver un bout de chaîne ADN ou ARN qui correspond, je vais dire, bah ça y est, j'ai trouvé la cause. Mais c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça. Peut-être que c'est ça, mais c'est pas une preuve. Et sur ce sujet, on est dans un biais de confirmation, à mon sens. On pourrait aussi dire que finalement, la cause, c'est le déficit en vitamine D. Le fait d'être vieux, globalement aussi, il faut le dire, on voit bien qu'au bout d'un moment, on meurt. Ça a l'air de terroriser beaucoup de gens, et en particulier ceux qui financent l'OMS, qui essayent de piquer toute la planète pour se faire une place au paradis. Mais globalement, la première statistique qui me paraît irréfutable quand on regarde juste l'âge des gens, c'est qu'au bout d'un moment, on meurt. Donc il y a quelque chose qui se dégrade chez les humains et chez tous les animaux au bout d'un moment, et que c'est quand même le premier facteur de mortalité. Et tout le reste, on doit avoir dans l'ordre tout d'abord la pauvreté. Donc on voit que d'un pays à l'autre, c'est d'abord l'âge, et puis en deux, c'est le niveau de vie, la pauvreté et le fait d'avoir accès à de l'eau potable, tout ça. C'est quand même les deux choses qui comptent primordialement. Et ensuite, toutes les choses qu'on va additionner derrière, il y a l'obésité, tu en as parlé, les conditions de vie, le fait de vivre dans quelque part qui est salubre, d'avoir de l'espace, tout ça, ça joue. Et là, quand on est en train de parler d'infections respiratoires, j'ai dit, il y a des chroniques, de toute façon, les infections respiratoires chroniques, il y en a on a dit presque 3 millions en France, c'est énormissime. Donc c'est ça à la base. Et quand on parle de phénomènes hivernaux ou de ce qu'on appelle des épidémies, c'est-à-dire des phénomènes particuliers, on est en train de jouer sur le quatrième chiffre après la virgule. Enfin, c'est de ça qu'on est en train de parler. Et dans cet effet-là qui pourrait arriver, dont on est en train de chercher la cause, il y a des phénomènes beaucoup plus grands qui sont mis en place, et on l'a montré, à partir du moment où on arrête de soigner les gens, on leur interdit l'accès à l'hôpital et aux médecins, oui, on a un peu plus de morts que d'habitude. Et ça, c'est sans commune mesure par rapport à tout le reste. Donc, depuis le début de cette histoire que l'on a depuis 2 ans, il faut vraiment, je vois même pas de trace qui se palpable, mesurable, qui se soit passé quelque chose d'un point de vue de santé, si jamais on enlevait les mesures débiles qui ont été mises en place. Et donc à partir de là, oui, on discute de choses qui ont trait à de la recherche et sur lesquelles il n'y a pas du tout de certitude, ni de statistiques globales qui pourraient les appuyer. On est vraiment sur des choses qui sont rares, quoi. Alors, Pierre, on va laisser Hélène répondre, parce que je crois qu'elle est impatiente de répondre. Vas-y, Hélène. C'est pas la peine, c'est pas trop la peine de continuer là-dessus, parce que je pense qu'il y a un blocage. Il faut que tu discutes avec un infectiologue honnête et pas soumis à Big Pharma. Mais je pense qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux positions. Je vois pas. Je pense que c'est là, je n'ai pas d'autres arguments à t'avancer. Il y a aucune contradiction. Le fait que, si tu veux, maintenant, on sait par la sérologie qu'il y a quasiment toute la planète qui est en contact avec le virus, que même tous les animaux sauvages ont été infectés, on est d'accord qu'il y a officiellement 6 millions de morts dus à la Covid. C'est certainement surévalué, mais c'est ridicule par rapport à toute la quantité de personnes qui ont été affectées. Donc on est d'accord que c'est pas ça la cause, mais ça n'empêche pas que ça circule. Voilà. Oui, tout. Bien sûr. Alors, je vais faire le médiateur au milieu de ça. Effectivement, on a vraiment le lien entre le terrain. Il faudrait couper le micro d'Hélène, peut-être. Xavier, voilà, merci. Alors, on a tout l'éternel problème entre le terrain et la maladie. On sait très, très bien que la tuberculose a disparu bien quand on a découvert le vaccin contre la tuberculose, dont l'efficacité est aujourd'hui très fortement remise en question. Mais même quand on a découvert les premiers antituberculeux de synthèse, eh bien, la tuberculose avait déjà disparu à 95% de la surface de la planète. Elle a disparu avec quoi? Avec le tout à l'égout, avec les vacances, avec l'amélioration du niveau de vie. Et on voit bien que la tuberculose, qui est intimement liée au déficit immunitaire par la peur de la mort, on voit très bien dans les courbes de livres très intéressants sur la vaccination qu'avait fait, je ne sais plus comment il s'appelle, on voit très bien justement que à l'époque de l'industrialisation, les gens ne savaient plus comment vivre, comment survivre. Ils étaient dans une angoisse perpétuelle de la mort. On avait énormément de tuberculose. Et la tuberculose a baissé, mais on a eu 2 poussées de tuberculose qui ont correspondu à 2 grandes périodes de peur, c'est-à-dire la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On a eu 2 grandes périodes de peur énormes qui ont fait remonter la tuberculose.
et on a vu comment le système de peur de mourir, ou plutôt de crainte de ne pas savoir comment survivre, vient affecter les défenses immunitaires et vient faire que le bacille de la tuberculose se régale d'un système immunitaire qui est en déficience. Effectivement, et on a vu justement, c'est très intéressant avec le Covid, à quel point le déficit en vitamine D a été, je veux dire, la cause de 9 décès sur 10, on le sait maintenant. Donc on voit bien les causes, mais effectivement, là, je rejoins tout à fait Pierre qui dit ce qui intéresse les causes, c'est les causes rentables. Donc la vitamine D, c'est pas rentable, donc ça intéresse personne. L'amélioration le taux de zinc qui est essentiel, c'est pas rentable, donc ça intéresse personne. Mais donner du zinc et de la vitamine D à tout le monde, eh bien vous aurez 90% des décès de Covid qui vont disparaître. Il y aura toujours les gens âgés, il faut bien mourir de quelque chose. C'est clair que donc, effectivement, on est au cœur du principe entre le terrain et la maladie, mais les virus, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que les homéopathes ou les médecines naturelles, très nombreuses années, sans même savoir l'existence des virus. Les Chinois parlaient d'énergie perverse ou d'énergie cyclique, et que les humains rencontraient, et selon qu'ils étaient en bon état, ils arrivaient à sauter à la barrière ou ils tombaient, quoi. C'était effectivement, c'est un petit peu, vous faites tourner une barrière avec des bâtons qui tournent, et les gens doivent sauter, ceux qui sont en forme, ils sautent bien, et ceux qui fatiguent, eh ben, ils tombent, et voilà. Et c'est un petit peu le virus, c'est ça. Ce sont des tests, en fait, quand tu prends 1 cm3 d'eau de mer, il y a 4 millions de virus dedans. Donc si le virus est la cause de maladie, tu vas à la mer, t'es mort. Et heureusement, sinon on n'irait plus se baigner. Mais on est au cœur d'une problématique intéressante qui n'est pas du tout développée par la médecine parce qu'elle n'est pas rentable. Et je l'ai dit, elle a aussi ce côté, l'idéologie dominante est un côté déculpabilisant et un côté déresponsabilisant. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est pas de votre faute. Allez, maintenant, c'est la faute des Russes. Avant, c'était la faute du réchauffement planétaire. Après, c'était la faute de la crise. Comme disait Coluche, c'est la faute de la crise. Voilà. Bien. Moi, je vous propose, nous sommes à bientôt 1h30, que chacun fasse un petit mot de conclusion sur ce débat tout à fait passionnant que nous avons ce soir entre la cause et le déclencheur. Qu'est-ce qui veut commencer? Bon, peu importe. Moi, je trouve ça très intéressant. Alors, on va laisser parler Hélène en premier. Vas-y, Hélène. Oui, non, c'était juste, je pense qu'il faut un peu clore le débat, le laisser refroidir, juste pour annoncer aux gens qui ne l'auraient pas remarqué que la FDA vient d'approuver les vaccins pour les bébés de 6 mois à 5 ans. Et donc, les résultats officiels montrent qu'ils sont totalement inefficaces, même qu'ils aggravent la maladie, et qu'ils sont toxiques. Ça, c'est d'après moi les résultats de Pfizer et Moderna. Maintenant, ils ne le cachent même plus. Mais voilà, ils ont accepté. Ils ont dit que de toute façon, pour les enfants, ça n'avait pas besoin d'être efficace. Ils acceptent une efficacité inférieure à 50%. Donc, voilà, pour les enfants, c'est juste pour les vacciner, quoi. Il n'y a pas besoin de... Ça marche. Voilà. On ne peut pas réussir un génocide correct si on ne fait pas ça, hein, c'est évident. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est un résultat positif, très, très positif dans le cadre de leur objectif. Allez, Pierre, à toi. Oui, c'est rigolo, quoi. C'est-à-dire que, bon, après, je pense que, enfin, de mon point de vue, toute cette supercherie qui, à mon sens, sont vies depuis 2 ans sur les chiffres, sur la dangerosité, tout ça, ce qui est en train de se passer. Bon, moi, je vais jusqu'à la totale, hein, vous l'avez compris. Finalement, si on commence à remettre en cause, en effet, l'intérêt du virus par rapport à l'ensemble de ce que tu appelles le terrain, c'est-à-dire la vie des gens, le fait qu'ils aient accès à plein de choses, qu'ils soient pas stressés, qu'ils aient de l'espace, qu'ils respirent bien, qu'ils aient à manger, qu'ils aient des toilettes, etc. Finalement, on commence à se dire que de toute façon, tout ce qu'on appelle vaccination depuis le début, est-ce que c'est autre chose qu'un espèce de rite initiatique dans la vie où, voilà, avant, on avait, nous les garçons, on avait droit à la circoncision obligatoire, puis on a finalement remplacé ça par un autre système initiatique où on fait partie de la société à condition qu'on reçoive nos piqûres comme il faut. Voilà, on en est là est-ce que les Américains prouvent, puisqu'ils arrivent jusqu'ici, on avait quand même certes des études bidons, mais au moins des études qui justifiaient des chiffres où il y avait des surenchères d'efficacité. Bon, maintenant, on s'en branle, si je puis dire. De toute façon, on assume le fait que, faut piquer pour piquer parce que c'est comme ça qu'on devient, un vrai bon petit citoyen. Donc voilà, finalement, c'est l'aboutissement d'une démarche où on finit par assumer que tout ça, c'est pour être intronisé en société par une piqûre dans la fesse ou dans le bras.
Oui, c'est la fameuse phrase adulte, majeur et vacciné.